Retour sur le plateau de Politique en partenariat avec Slate.fr et Jean-Marie Colombani. Et notre deuxième invité, Louis Alliot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous revenez de New York. Vous êtes vice-président du Front National, conseiller de Marine Le Pen, puisque vous êtes l'un des artisans de la dédiabolisation. Vous êtes aussi son compagnon. On vous a vu hier à son bras lors du dîner du Time. On va en parler. Mais je voudrais commencer par cette question. Quelle est dans le fond votre fonction préférée ? Est-ce que vous préférez être vice-président ? Vous préférez être son compagnon ? Vous préférez être dans le rôle du conseiller ? C'est quoi votre priorité par ordre ? Écoutez, ça fait plus de 20 ans que je milite au sein du Front National. J'y ai occupé les postes de directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, puis de secrétaire général. Et je n'ai été le compagnon qu'après avoir occupé ces postes-là. Donc voilà, je suis dans la politique, je fais de la politique et je continue à en faire tant que je peux apporter quelque chose au mouvement. Non, parce que je vous demande ça, j'ai retrouvé une petite phrase que vous avez dite en novembre 2013, où vous avez confié à l'Express. Le problème, c'est que quand je parle, on voit la main de Marine. Est-ce que je préférerais ne pas être son compagnon, point d'interrogation ? Et vous répondez non, je préférerais tout simplement ne pas faire de politique. Oui, parce qu'il y a une espèce de pipolisation de la vie politique. Et effectivement, on parle plus facilement du compagnon que de l'homme politique. Et quand je parle, par exemple, je me suis exprimé récemment sur sa candidature dans le Nord-Pas-de-Calais, certains y ont vu un message de Marine Le Pen. Non, en général, je dis ce que je pense. Alors, elle va l'être, candidate ? Elle vous le dira, ou elle le dira plus tard. Mais voilà, c'est mon opinion, mais c'est vrai que les journalistes font un raccourci assez rapide. C'est comme ça, voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Et d'ailleurs, quand on me pose la question en me disant « Mais si elle accède à l'Élysée, que ferez-vous ?» Et je leur dis la plupart du temps, je me retirerai de la vie politique, parce que je considère qu'un conjoint n'a pas sa place. Vous garderez les enfants ? Les enfants sont grands maintenant, mais voilà, en tout cas, pas de poste de responsabilité dans un gouvernement ou autre. Si on reste sur la vie du Front National, vous rappeliez à l'instant que vous aviez été directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen. Donc comment regardez-vous aujourd'hui l'attitude de Jean-Marie Le Pen et quelle doit être, selon vous, l'attitude du Front National à son endroit, étant entendu qu'on a bien compris que lui pense, au fond, que la stratégie de dédiabolisation ou la stratégie de normalisation est un affadissement du Front National et qui est voué à l'échec. À l'inverse, d'autres comme vous peut-être pensent autrement, mais dans tout parti normalement constitué, les déclarations qu'il fait auraient conduit à son exclusion. Donc, comment vous-même regardez-vous ça ? Est-ce que vous avez un souvenir ou un attachement particulier qui fait que vous allez être indulgent avec lui, ou est-ce que vous considérez les choses plus froidement ? Je suis rentré au Front National parce que c'était Jean-Marie Le Pen. Et je dis souvent, si Le Pen, Jean-Marie n'avait pas été là, le Front National n'existerait pas. Mais en revanche, si Marine Le Pen n'était pas là, le Front National n'existerait plus. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui est la présidente du Front National. Elle a été élue par un congrès statutaire à une large majorité. Elle a des résultats électoraux. Nous sommes passés de moins de 20 000 adhérents à près de 80 000. Il y a une dynamique sur sa personne, sur sa politique. Et donc, c'est elle qui décide. Mais si vous avez apprécié Jean-Marie Le Pen à une époque, pourquoi vous ne l'appréciez plus aujourd'hui ? Mais ce n'est pas une question d'appréciation. Moi, j'essaye de juger sur la durée. Voilà. Dès que j'ai été en désaccord avec Jean-Marie Le Pen, je lui ai toujours dit, au détail numéro je ne sais pas combien, je lui avais déjà dit, je l'avais même écrit aux militants, je l'avais dit dans les journaux, ça n'a jamais fait mystère de notre profond désaccord sur cette question-là. Mais j'ai toujours considéré que c'était sa position personnelle et pas la position qui engageait le Front National. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation que nous allons régler, où il est le président d'honneur et sa parole ne doit pas engager le Front National dans son ensemble, parce que ce n'est pas la position de la direction et de la présidence du Front National. Jean-Marie vous a posé une question claire, vous en faites quoi ? Oui, comment allez-vous régler le problème ? Vous ne pouvez pas exclure comme ça quelqu'un qui a une vie politique aussi riche depuis, il le dit lui-même, plus de 50 ans, député sous la 4e, quittant son mandat pour aller se battre en Algérie, officier de Légion, qui a fait l'Indochine, qui a connu tout le personnel politique sous la 4e, sous la 5e, qui a créé un mouvement qui est arrivé au 2e tour de l'élection présidentielle. Moi, je juge la vie politique et je pense qu'on ne peut pas la résumer à quelques phrases parce qu'à ce moment-là, et je l'ai toujours dit, et ça a toujours été d'ailleurs un de mes engagements politiques depuis le départ, il faut juger
tous les autres acteurs de la vie politique. Et quand vous mettez Jean-Marie Le Pen face à d'autres, pour moi, il n'y a pas photo. Ses phrases à lui sont beaucoup moins, comment on pourrait dire, perturbantes à mon égard que la francisque de François Mitterrand, ou que l'amitié avec René Bousquet, ça ne fait aucun doute, que les socialistes continuent de nier. Il vous a servi dans la transgression, et aujourd'hui, cette transgression qui était à l'époque, qui était vraiment dans ce logiciel transgressif, de parler d'immigration, etc. Aujourd'hui, vous en profitez, Marine Le Pen, elle en profite. Non mais c'est pas un logiciel, s'il y a des problèmes d'immigration, ils se posent tous les jours devant nous. Donc, je veux dire, il a été un visionnaire. Quand il mettait, il y a 30 ans, le problème de l'immigration, le problème de l'appauvrissement d'ailleurs du continent africain, des guerres qu'il y a, avec bien souvent malheureusement le soutien des gouvernements français, etc. Il a été un visionnaire. Et donc sur ces questions-là, on peut lui rendre, on peut lui rendre honneur. Mais pour le reste, moi je suis profondément en désaccord avec ce qu'il dit et ce qu'il a dit. Mais voilà, c'est pas lui le président, c'est Marine Le Pen. Sauf que lui ramène au fond aux fondamentaux de l'extrême droite. Donc le problème, c'est est-ce que vous voulez rester à l'extrême droite ? Alors c'est quoi les fondamentaux de l'extrême droite ? C'est par exemple l'éloge du régime du maréchal Pétain, puisqu'il fait l'éloge du maréchal Pétain. C'est aussi un antisémitisme éclatant quand on parle des chambres à gaz comme un détail de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai pas la même vision que vous sur ça. Oui, mais c'est ça, Jean-Marie Le Pen. Je comprends bien que ça... Mais c'est ça. Donc je comprends. Non, je crois pas. Moi, j'écoutais après les propos de Jean-Marie Le Pen, je suis allé réécouter parce que c'est quand même il faut les entretiens de M. Mitterrand avec El Kabbach, etc. C'était lui le vrai vichiste et le vrai défenseur du maréchal Pétain. Quand vous regardez les livres de Benamou, etc. Non mais attendez, jusqu'à 1943, puis les résistants, François Mitterrand, personne ne discute ce point. L'autre jour, Bernard Debré disait sur une radio que c'était moins évident que ça, sa résistance. Non, voilà. Non, mais ça c'est une légende. C'est une légende. D'accord, mais jusqu'à son dernier souffle, il a défendu la mémoire du maréchal Pétain Mitterrand. Vous le retrouvez dans les livres de divers auteurs d'ailleurs. Mais le Pétain de 14 peut-être. Non, oui. Ah oui, mais d'accord, mais alors il faut s'entendre. Il défendait le régime auquel il avait appartenu, et moi je suis pour qu'on soit juste. On ne peut pas condamner Jean-Marie Le Pen pour son opinion personnelle sur ces faits-là, son opinion personnelle, et passer sous silence la part d'ombre du plus grand dirigeant socialiste, président de la République française. Vous aurez du mal à substituer l'image de François Mitterrand à celle de Jean-Marie Le Pen. Je pense que vous aurez du mal. Mais par ailleurs, nous, ce qui nous intéresse, puisque vous êtes dans la dynamique que tout le monde relève et qui est objective, c'est ce que vous êtes vous-même par rapport à cela. On est très clair. Par rapport à cela, c'est parce que ce sont encore une fois les fondamentaux des extrêmes droites. Alors, un certain nombre de gens l'ont quitté. Par exemple, Gianfranco Fini en Italie a un jour clairement abjuré l'héritage fasciste. Mais c'est le plus mauvais exemple. Il s'en est distingué. Alors, lui n'a peut-être pas réussi comme il le souhaitait. Donc, qu'est-ce que vous gardez de cet héritage ? Il n'y a rien à abjurer, puisque le Front National n'est pas l'enfant de la collaboration, alors que le MSI de Fini était l'enfant du fascisme italien. Nous ne sommes pas à la création du Front National. Vous avez des gens qui avaient choisi la collaboration et des gens qui avaient choisi la résistance. Et je me plais à rappeler qu'il y avait autour de Jean-Marie Le Pen des gens qui étaient dans la collaboration, mais il y avait aussi les représentants de Georges Bidault et Georges Bidault lui-même, successeur de Jean Moulin au Conseil national de la résistance. C'était une famille qui s'était décomposée par les vicissitudes de l'histoire, qui se retrouvait pour parler de l'avenir. Et vous aviez là tout un tas de personnes, la plupart du temps, il faut quand même le dire, marquées par les combats de l'Algérie française. Alors, on va parler de l'immigration, mais avant, petite question. Donc on a bien compris que Jean-Marie Le Pen, au bureau exécutif lundi, il va rester président d'honneur, on est d'accord ? Ah non, je ne vous dis pas ça du tout. Il y aura une discussion. Moi, j'ai donné mon opinion. Je ne voterai pas une exclusion, évidemment, de Jean-Marie Le Pen, mais je pense qu'il y aura une discussion ferme, serrée, sur la manière qu'il y a de dissocier les paroles du président d'honneur sur des sujets que nous n'acceptons pas. Voilà. Quelles sont les relations avec son père maintenant ? Avec Marine Le Pen, il se parle plus ? Toujours aussi difficile, mais Jean-Marie Le Pen aussi a eu un petit souci de santé. Il faut aussi en tenir compte. Je crois qu'il va bien, il a 86 ans, et c'est pas dit que le bureau exécutif de lundi se tienne, tout simplement. Oui, à cause de son état de santé. Juste un petit retour sur New York. Si j'allais y aller, effectivement, voilà. Avant de parler de l'immigration. Allez-y. Non, parce qu'il n'y a pas plus establishment, il n'y a pas plus système, j'allais dire modélisation, visualisation du système que cet événement à New York.
Pour le Time, pour les... Oui, Time Magazine, c'est Time Magazine qui fait la liste, personnes etc. C'est New York, c'est la grande capitale du capitalisme, etc. Les 100 personnes les plus influentes du monde ont été invitées. Comment peut-on encore camper la force des images, je parle de notre société actuelle où les images comptent. Comment peut-on encore après prétendre incarner ou souhaiter incarner un parti anti-système ? Oui, mais qu'un journal américain fasse de Marine Le Pen l'une des 100 personnes les plus influentes, ce n'est pas anodin. Nous sommes invités. Marine Le Pen est invitée. Ça non plus, ça n'est pas anodin. Qu'elle s'y prête, ça n'est pas anodin. Parce que c'est aussi un signe politique de montrer aux Américains que nous sommes opposés à la politique des gouvernements américains, mais pas forcément à ce qu'est l'Amérique et au peuple américain. Parce que nous sommes, nous, dans une vision multipolaire des relations internationales, et nous parlons et nous souhaitons parler aussi bien à Moscou qu'à l'Iran, qu'aux États-Unis ou à d'autres pays. Voilà. Je pense que l'avenir des relations internationales, c'est la multipolarité, et pas le monde unipolaire que les Américains ont tenté d'imposer par la guerre et par le pétrole. La multipolarité, elle est là, mais néanmoins, il y a, quand on regarde ces images, un bonheur évident à être dans le système. C'est pas un bonheur évident. On est invité, enfin, je veux dire, elle est invitée. Avec les stars d'Hollywood. Nous y allons. Enfin, c'est pas le festival de Cannes, quand même. Ah, c'est pas loin. Il y a tous les acteurs. Julianne Moore, Bradley Cooper. Oui, mais à côté de ça, vous aviez nominé M. Obama, M. Netanyahou, M. Poutine, Mme Merkel. Il y avait d'autres politiques. Mais en quoi avez-vous le sentiment d'influencer le monde, puisque c'est les 100 personnes les plus influentes au monde? En quoi vous influencez le monde? Je pense que si notre vision de l'Europe des nations l'emporte à l'avenir sur la vision de l'Europe aujourd'hui, ça aura des conséquences évidemment sur l'économie mondiale et sur les relations que nous aurons avec les États-Unis d'Amérique ou avec la Russie demain. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'a dit François Hollande sur Marine Le Pen, qui est un tract pour le Parti communiste des années 70? Une réaction ? Rien, je pense que c'est caricatural. Voilà, il a fait une boutade. Le Parti communiste de François Hollande, c'était le Parti communiste du programme commun, allié à ses amis politiques au Parti socialiste. C'était avant la chute du mur de Berlin. C'était une dictature socialiste. C'est plutôt le Parti communiste de François Hollande à ce moment-là. Ça n'a rien à voir. Le discours économique de Marine Le Pen n'a rien à voir avec le discours du Parti communiste. Oui, mais il y a des emprunts quand même. Éventuellement des nationalisations, éventuellement la retraite à 60 ans. Les nationalisations, on trouve des emblèmes de ces années-là. Les nationalisations en cas de crise grave, notamment dans le secteur bancaire. Mais il n'y a pas dans notre programme la volonté de renationalisation d'un certain nombre d'établissements publics. En revanche, il y a évidemment la défense des services publics à la française qu'ont abandonné, il faut bien le dire, la droite et la gauche depuis maintenant 30 ans. Peut-être on va parler donc de l'immigration cette fois, puisqu'il y a un conseil extraordinaire, vous le savez, à Bruxelles sur la crise migratoire de l'immigration, avec tous ces naufrages donc en mer Méditerranée, plus de 800 morts. Petit rappel avec Laure Wagner et on en parle après. C'est une perche que Marine Le Pen s'est empressée de saisir. Sur Twitter, Nicolas Sarkozy partage son émotion après le naufrage meurtrier de dimanche et réclame une politique européenne d'immigration. Immédiatement, la présidente du Front National lui répond en attaquant sa politique étrangère responsable selon elle de cette situation. Dans le viseur de Marine Le Pen, l'intervention militaire en Libye commanditée par l'ancien chef d'État en 2011 est soldée par la mort du dictateur Mouammar Kadhafi. Pour elle, cette intervention est directement responsable de l'avancée des terroristes dans la région. C'est le chaos libyen qui est la conséquence de l'intervention décidée par Nicolas Sarkozy et son ministre des Affaires étrangères, Bernard-Henri Lévy, qui est à l'origine d'abord de la déstabilisation de la région, de la prise en main de ce pays par les fondamentalistes, de l'éparpillement de centaines de tonnes d'armes qui sont tombées évidemment entre les mains des islamistes. En pleine guerre civile, la Libye est aujourd'hui le point de départ des migrants vers l'Europe. En provenance d'Afrique subsaharienne, ceux-ci tentent de traverser la mer Méditerranée sur des embarcations de fortune. Pour cela, ils doivent traiter avec des passeurs, ces hommes que le président de la République François Hollande a lui-même qualifiés de terroristes. En luttant contre ces trafiquants, nous lutterons contre le terrorisme. En luttant contre le terrorisme, nous lutterons contre ces trafiquants. Parce qu'ils se financent sur la misère du monde, ils se financent sur la détresse, ils se financent sur la mort. L'immigration illégale à nouveau sur le devant de la scène européenne. Réunis à Bruxelles ce jeudi, les dirigeants européens tentent de trouver des solutions pour lutter contre le trafic des migrants et éviter de nouvelles catastrophes.
Lundi, la Commission européenne a présenté une série de 10 mesures d'urgence. Elle préconise notamment le renforcement des opérations de contrôle et de sauvetage et demande l'élargissement de leur champ d'action aux eaux territoriales des pays de transit, comme la Libye. Alors on attend donc la réaction de Bruxelles, des Européens, et notamment une décision qui pourrait être prise, politique. Vous, qu'est-ce que vous préconisez dans ce drame? Il y a l'aspect humain qui est douloureux. Il y a surtout l'aspect humain. Et je pense l'aspect fermeté, comment on allie les deux? Je pense que notre responsabilité est totalement engagée. Je le dis, des gouvernements successifs, français notamment européens, au moins sur 2 axes. L'axe de l'Afrique, car la décolonisation n'a pas amené le bonheur d'un certain nombre de peuples dans ces pays-là, pour la raison que le gouvernement français a maintenu des dictateurs, mais n'a pas aidé les peuples, et on en voit le résultat. J'écoutais tout à l'heure un Éthiopien et d'autres immigrés clandestins qui disaient, dans notre pays, il vaut mieux mourir que de continuer à vivre dans ces pays-là. Mais notre responsabilité est engagée, car nous avons une politique africaine qui a consisté à nourrir de la corruption, mais à pas aider les Africains dans ces pays-là. Et ça, moi, je dois dire que la responsabilité de la France est totalement engagée. Et nous avons beaucoup d'amis africains qui pensent évidemment comme nous. Et il va falloir revoir de fond en comble la politique africaine de la France et la politique de développement, parce qu'elle n'existe plus ou elle n'existe pas. Et ensuite, il y a évidemment l'aventure sarkozyste en Libye, parce que la Libye était un couloir d'immigration. J'écoutais tout à l'heure votre débat précédent. Vous disiez que M. Berlusconi faisait un chèque à M. Kadhafi avec la bénédiction de tous les autres pays européens, parce que c'est lui, en quelque sorte, qui régulait ce couloir d'immigration et qu'il était, en quelque sorte, une soupape de sécurité par rapport au flux d'immigration qui venait d'Afrique subsaharienne. Ce verrou a sauté. Ce verrou a sauté pour Benghazi, et nous disons, on ne fera pas croire qu'on ne pouvait pas éviter Benghazi, c'est-à-dire éviter qu'il y ait un bain de sang à Benghazi au moment où il s'est produit, sans démanteler la Libye de la manière dont ça a été démantelé. Et on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Tout le monde observe le chaos libyen aujourd'hui, mais en dehors de vos explications et de votre analyse, aujourd'hui on est face à une situation d'urgence, et il y a 2 approches. Il y a une approche qui est immigration, donc on continue avec la politique actuelle qui est une politique de l'Europe forteresse, c'est le passage de l'opération italienne à l'opération européenne, ou bien une approche humanitaire. Et on considère que ces cadavres... Vous pouvez avoir les deux. Oui, mais comment concilie-t-on les deux, précisément? Tout faire pour éviter ces abominables naufrages, d'abord, en surveillant beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui les côtes, justement, de la Libye ou de la Méditerranée. Il faut demander aux pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie de surveiller aussi l'Algérie le fait, le Maroc le fait, la Tunisie le fait. Mais de manière plus... L'Égypte le fait, mais je pense qu'il faut une coopération entre ces pays-là et intervenir de l'autre côté de la Méditerranée. Parce qu'une fois qu'ils ont pris ces embarcations et qu'ils sont au milieu de la Méditerranée, eh bien, vous avez tous les aléas climatiques et les aléas que nous avons qui font des morts, des centaines de morts. Et ça, c'est véritablement inadmissible. Il faut bombarder les passeurs, comme le suggère notre ministre de la Défense? Je pense qu'il faut les mettre hors d'état de nuire, oui. Parce que, évidemment, on sait très bien de l'autre côté de la Méditerranée, quand il y a un bateau avec 600 migrants, d'où ils viennent, de quel port, etc. On le sait. Les renseignements ont quand même beaucoup d'informations. Les satellites surveillent. Et donc, il faut éviter... On fait la différence entre un bateau de pêcheur, un bateau de passeur. Écoutez, quand vous regardez ces bateaux avec des centaines de personnes à bord sur le pont, vous avez vite vu... Pas tuer, non, je vous dis. Ah, bombarder, mais enfin... Non, pas bombarder, non. Ramener sur les côtes ou les empêcher, de partir des ports d'attache. Pour le reste, si ces bateaux sont identifiés et le jour où les passeurs les amènent au port et qu'il n'y a pas d'immigrés clandestins dedans, je pense que c'est une solution, évidemment, pour les empêcher de transporter Par ailleurs, il y a aussi du trafic d'êtres humains, en quelque sorte. Absolument, c'est un trafic esclavagiste, très clair. Mais il y a des gens qui fuient la Syrie, il y a des gens qui fuient l'Irak, notamment un certain nombre de chrétiens. Est-ce qu'on les accueille? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Les Suédois les accueillent, d'autres pays européens les accueillent. Nous en avons accueilli aussi. Oui, mais on n'est pas franchement les champions dans le domaine de l'accueil. On peut en accueillir un certain nombre, mais on n'accueillera pas tout le monde. Parce que tous les signes qui seront donnés d'accueillir des populations nombreuses seront un signe d'appel à d'autres populations. Il faut donc
intervenir d'une manière durable, comme je le dis, de l'autre côté de la Méditerranée pour empêcher que cela ne vienne. Mais une fois, évidemment, je pense aux chrétiens d'Irak, là aussi, un génocide sous nos yeux, faut les accueillir sans qu'il y ait... Il y a des efforts militaires qui sont faits, oui, il y a des efforts militaires, vous mais... ne souscririez pas à des envois de troupes oui, d'accord. Et en plus, Irak. c'est prendre acte de l'épuration ethnique et religieuse qui a lieu en ce moment en Irak ou dans ces pays-là, sans que nous réagissions. Or, les chrétiens d'Orient sont là depuis plusieurs millénaires. Bien sûr. Voilà. Les réactions sont militaires quand même. Il y a des avions français qui bombardent en permanence les sites de l'État islamique. Sur cette région, il y a des militaires français qui risquent leur vie chaque jour. Notre action, donc on ne fait pas rien. C'est bien, mais notre action diplomatique devrait aussi s'orienter vers les pays qui ont une responsabilité dans le développement de l'État islamique. En premier lieu, la Turquie, qui joue un double jeu. Je rappelle que nous donnons de l'argent européen encore dans des négociations avec la Turquie pour qu'elle intègre un jour ou l'autre l'Europe, ce que nous ne voulons pas. On est aujourd'hui, je crois, ou c'était hier, pour le souvenir, la commémoration du génocide arménien que l'État turc ne veut toujours pas reconnaître. Je veux dire, il y a beaucoup de matière à mettre la Turquie devant ses responsabilités, et notamment son aide à l'État islamique et à l'achat de pétrole qu'elle fait par rapport à cet État islamique. On va se quitter. Je vous repose un petit peu la question sur Jean-Marie Le Pen, qui, vous le disiez, était à l'hôpital. Est-ce que... peut-être il n'est pas à l'hôpital, il est sorti. Oui, enfin, il est sorti. Mais on va dire, pour reprendre le titre célèbre d'un film, est-ce que Papy fait de la résistance ? Je crois que Papy a toujours fait de la résistance. Depuis qu'il fait de la politique, il a été un résistant depuis d'ailleurs sa résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il va s'accrocher. Depuis, il a toujours été un opposant au système, mais je pense qu'il a laissé la main à Marine en 2010 au congrès de transition. Marine Le Pen a été réélue, et pour moi, et pour beaucoup de militants, je veux dire, il n'y a pas photo, il y a une grande admiration pour le personnage de Jean-Marie Le Pen, mais il est évident qu'aujourd'hui, c'est Marine qui dirige. Et il est jaloux de sa fille ? Du Non, succès de sa fille ? Je ne pense pas. Enfin, je Beaucoup l'imagine même pas. National. Oui, mais ça, écoutez, moi, je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Non. Mais je pense qu'il y a deux stratégies. Lui pense que c'est par le scandale qu'on avance, mais moi je pense que ça a montré les limites de l'exercice. Et Marine Le Pen pense que c'est par l'implantation locale, le développement du programme, la crédibilité du programme que ça va avancer. Et je pense effectivement, au regard des résultats, et même au regard des résultats dans l'opinion de la notoriété de Marine Le Pen, ou même du danger du Front National. Je me souviens des enquêtes il y a 10-20 ans, c'était plus de 80% des Français avaient peur du Front National. Aujourd'hui, ils sont moins de 50%. Il y a donc quand même des raisons objectives de soutenir la ligne de Marine Le Pen et Marine Le Pen, voilà, tout simplement. Merci beaucoup Louis Alliot d'avoir Merci. accepté notre invitation. Merci Jean-Marie Colombani. On se retrouve la semaine prochaine et bien sûr, je vous renvoie au site france24.fr et puis bien sûr slate.fr. À très vite. Merci.